La troisième sera-t-elle la bonne en 2023 pour Daniil Medvedev, lui qui n'a toujours pas pris le moindre set cette saison à Carlos Alcaraz? Alors oui, le match est clairement à l'avantage de l'Espagnol, mais je vois tout de même le Russe tenter d'apporter des solutions dans cette confrontation. Après tout, il ne peut pas systématiquement perdre sans inscrire le moindre set à chaque fois qu'il rencontre Carlos Alcaraz, d'autant plus qu'on sait que le Russe est un joueur d'échecs et qu'il arrive à mettre en place certaines tactiques pour faire déjouer ses adversaires. Justement, je t'en dis pas plus et on se retrouve après le jingle pour voir ce que Daniil Medvedev pourrait faire pour faire déjouer Carlos Alcaraz. Bon, Carlos Alcaraz, tu connais tenant du titre à l'US Open, il fait une superbe saison 2023, même s'il va perdre sa première place au bout de cette quinzaine. En 2023, justement, c'est 58 victoires pour 6 défaites, dont 21 victoires et 3 défaites sur dur, 6 titres, dont Wimbledon et 2 Masters 1000. On sait qu'il a fait 3 défaites, comme je te le disais là, mais elles sont intervenues très récemment contre Tommy Paul à Toronto et contre Novak Djokovic à Cincinnati. Donc on a vraiment une saison parfaite pour le moment chez le joueur ibérique qui a su confirmer sur ses bonnes sensations de 2022 avec notamment ce premier titre acquis en majeur à l'US Open. Surtout que le grand chelem new-yorkais, il l'adore parce que d'une certaine façon, il n'a jamais perdu. Sa seule défaite à l'heure actuelle, c'est un abandon contre Félix Auger-Aliassime en 2021 et depuis, il a su décrocher ce titre. Il est toujours là en demi-finale pour essayer d'être le premier joueur à défendre le majeur new-yorkais depuis Roger Federer en 2008. Son parcours, il a profité de l'abandon de Kopfer au premier tour, ensuite il est venu à bout de Harris, Evans, Arnaldi ainsi que Zverev en quart de finale. Il a passé 11 heures et 5 minutes sur les cours et a concédé un seul set, c'était au troisième tour contre Dan Evans. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de Carlos Alcaraz. Il a fait un très bon premier semestre, même s'il a eu cette déconvenue à Roland-Garros. Derrière, il arrive à décrocher le titre à Wimbledon et ensuite il va enchaîner un petit peu trop vite avec la Hopman Cup, Toronto, Cincinnati. Il va pourtant faire une finale dantesque à Cincinnati qu'il aurait très bien pu gagner contre Novak Djokovic. Mais on va sentir que dans son jeu, quelque chose s'était un petit peu cassé. Il y avait ce manque de fraîcheur mentale. On le sentait beaucoup trop impatient en termes de construction de points. Il allait beaucoup trop à la faute côté coup droit et c'était un petit peu pénalisant pour lui, ce qui fait qu'il a eu des gros matchs à Toronto et à Cincinnati, encore plus contre Novak Djokovic, même s'il avait su corriger le tir et vraiment hausser son niveau de jeu par rapport à son adversaire serbe, et ça c'est vraiment la marque des plus grands. Et là à l'US Open, il est arrivé avec cette figure de co-favori on va dire avec Novak Djokovic, d'autant plus qu'il était tenant du titre, chose qui est très compliqué à gérer à l'US Open, sachant qu'encore une fois, le dernier à l'avoir fait, c'est Roger Federer en 2008, et il a su se sortir des différents obstacles. Bon, Kopfer au premier tour, il a profité de son abandon. Harris, qui revient un petit peu, qui peut avoir un jeu compliqué pour lui, avec ses frappes puissantes des deux côtés, et son gros service, finalement, il ne l'a inquiété que un petit peu dans le troisième set. Le gros match, ça a été contre Dan Evans, un match super plaisant. On sait que le Britannique est un joueur très créatif, qui n'est pas extrêmement puissant, mais qui propose une très belle palette tennistique avec son slice, qui a essayé d'apporter des choses contre Carlos Alcaraz qui le dominait d'entrée pour prendre ce set. Et ensuite, Carlos Alcaraz s'est lui aussi montré créatif avec ses amortis, ses montées au filet. Vraiment un super match contre Arnaldi. Bon là, rien à dire. L'Italien a fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs, mais c'est pas suffisant contre Carlos Alcaraz. Même s'il avait ce bandage à la jambe gauche, il a totalement manœuvré son adversaire qui n'a pas trop de puissance, qui est plutôt un contreur qui s'appuie justement sur le rythme de son adversaire, mais la belle histoire de l'Italien s'est arrêtée en huitième de finale. Si on reprend son match contre Alexander Zverev, ça fait 6-3, 6-2, 6-4, et on peut dire qu'il y a eu une certaine forme d'opposition de la part de l'Allemand jusqu'à 3 partout dans le premier set, et dans le jeu suivant, Alexander Zverev, il va se procurer 2 balles de break qu'il ne va pas faire, et ensuite Carlos Alcaraz va plutôt facilement dérouler, même s'il va devoir sauver encore quelques balles de break par la suite. Par rapport à ce qu'il a essayé de mettre en place, je trouve que en début de match, il n'était pas à son meilleur niveau. L'Espagnol, il s'est un petit peu trompé tactiquement à vouloir jouer Alexander Zverev en puissance, vraiment le surpasser dans ce compartiment du jeu-là, alors qu'il devait plutôt envoyer des balles un petit peu cotonneuses sur le coup droit de son adversaire qui, on sait, est souvent très passif, pour justement ne pas lui donner de rythme, que ça soit à lui de créer du jeu avec son coup droit. Et pareil, côté revers, casser cette dynamique avec des balles très basses, du slice, pour justement le faire fléchir sur ses jambes. Et derrière, changer un petit peu de rythme pour perturber sa cadence. Et c'est ce qu'il a su faire petit à petit au fil du match. Après, il y a eu quand même une baisse physique de la part d'Alexander Zverev, touché à la cuisse, qui avait du mal à pousser au service. Mais encore une fois, c'est une très bonne performance de Carlitos. Quand on reprend un petit peu les statistiques de sa quinzaine à l'Espagnol, c'est seulement 63% de première balle, mais 76% de réussite derrière et surtout une bonne seconde balle avec 63% de réussite sur sa seconde. Il a converti 43% de ses opportunités de break. Il a été breaké seulement 4 fois.
et pourtant il a pas un énorme pourcentage de première, mais on sent qu'il arrive à sécuriser ses jeux de service. C'est vraiment cette progression qu'il a fait depuis Wimbledon, et 73% de réussite au filet. Donc on a vraiment un joueur extrêmement complet, agressif, qui arrive à très bien défendre, qui attaque que ça soit côté coup droit, côté revers, au service ça passe bien, et également qui est attiré par le filet. Avant de parler de Daniil Medvedev, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises en achetant des actions, et en fonction de leur performance, tu vas avoir des rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais sur des talents. Donc tu as différents sports qui sont représentés, bien évidemment là on va s'intéresser au tennis, où tu as différents talents comme Caro Garcia, Daniil Medvedev, Noskova, Hugo Gaston, Corentin Moutet, et j'en passe, je te laisserai aller voir tout ça. Tu vas justement acheter des ROI sur ces joueurs, c'est l'équivalent d'une action pour une entreprise. Donc à ROI, en moyenne, ça commence à 2 euros, et après ça peut être un petit peu plus en fonction de la performance de ce joueur. Et derrière, en fonction des résultats de ce joueur sur le terrain, également sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui te calcule tout ça. Tu vas avoir des retombées chaque mois, et tu vas pouvoir bonifier ton ROI et ton investissement initial. Donc c'est vachement intéressant, parce que en investissant dans un joueur auquel tu crois, tu vas faire partie un petit peu de son aventure, et d'une certaine façon, par rapport à ces bons résultats, tu vas avoir une retombée avec cette plus-value sur ton investissement initial. Encore une fois, c'est une activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Je te mets un lien d'affiliation pour que tu ailles voir tout ça. Tu t'inscris, tu fais ta première transaction en investissement sur un talent, que ça soit au tennis ou autre part, parce que c'est ça qui est bien, tu peux diversifier ton portefeuille, et une fois cette première transaction faite, tu vas avoir accès à un reward grâce à ce lien d'affiliation, ce qui te permet d'avoir soit un joueur en plus, un talent tiré au sort, une somme d'argent aussi qui va être mise sur ton compte, ou des cadeaux comme des AirPods Pro par exemple. Donc ça c'est vraiment top, je t'invite à aller voir tout ça, et encore une fois un grand merci à Royalties pour sponsoriser notre chaîne. Après une tournée américaine au Canada et à Cincinnati totalement ratée, Daniil Medvedev se relance à l'US Open, où il va jouer une autre demi-finale. Là-bas on sait qu'il adore le Grand Chelem new-yorkais, il s'est imposé ici même en 2021, et surtout il fait finale, demi et donc un titre sur ses 4 dernières participations. Il a balayé cette déconvenue qu'il avait eu contre Nick Kyrgios en 2022. En 2023, c'est 55 victoires pour 11 défaites, donc 38 victoires pour 5 défaites sur dur, et c'est impossible d'oublier son incroyable série en début de saison. Je te rappelle, il s'était fait éliminer contre Sebi Korda à l'Open d'Australie, et derrière, il va enchaîner 25 victoires pour une seule petite défaite, avec un titre à Rotterdam, Doha, Dubaï, une finale à Indian Wells et un titre à Miami où il s'impose facilement contre Yannick Sinner. Daniil Medvedev, il adore le dur, et on sait que quand il est en confiance, comme ça, il arrive à capitaliser sur ses résultats récents et aller loin. Et on sait qu'il est compliqué à manœuvrer. Il s'était imposé contre Novak Djokovic en début de saison sur dur à Dubaï, qui est à l'heure actuelle la seule défaite du Serbe sur cette surface cette saison. Au niveau de son parcours, il est venu à bout de Balaz, O'Connell, Baez, de Minaur ainsi que Rublev. Il a passé 12 heures et 25 minutes sur les courts et a concédé 2 sets, un contre O'Connell et un contre de Minaur. Et c'est vrai que rien n'est simple avec Daniil Medvedev, ça fait un petit peu écho à son parcours à l'US Open en 2019, où il s'embrouillait avec le public, où il lâchait des sets à droite à gauche, et pourtant il fait une superbe finale. Bon, il pouvait compter sur son été qu'il avait fait avec cette finale au Canada et ce titre à Cincinnati. Là, ça n'était pas du tout le cas, et pourtant il a su se remettre les idées en place en ayant une quinzaine tout autant mouvementée. Au premier tour, il bat facilement la fraude Balaz, qui profite de son classement protégé justement pour jouer en Grand Chelem et toucher le prize money qui va avec. Derrière, au second tour, c'était pas Purcell mais O'Connell, qui est un joueur qui peut lui poser des problèmes, comme ça a été le cas cette année à Doha avec son slice, ses services volés. Et pourtant Medvedev, il était plutôt facile sur ce match, sachant qu'il va mener 4-2 dans le troisième set, et qu'après il va se déconcentrer un petit peu, sortir de son match. Il va y avoir un débreak, ça va au tie-break, le russe va mener 5-2, et là encore il va se déconcentrer et perdre ce set pour finalement s'imposer en 4-7. Contre Baez, il a vraiment calmé les ardeurs de l'Argentin qui était on fire. Il n'avait plus perdu depuis cette déconvenue à Hambourg contre Casper Ruud. Il avait enchaîné sur 2 titres, et on sait que Baez, du fond, il peut donner le change à Daniil Medvedev, même s'il n'a pas d'arme offensive pour faire la différence. Et Baez, il a mené 4-1 dans le troisième set, où il a commencé enfin à monter un petit peu au filet, ce qu'il ne faisait pas dans les 2 premiers sets où il s'est pris 2 fessées. Daniil Medvedev, c'est lui qui va réussir à inverser la tendance pour s'imposer en 3-7, et contre Alex de Minaur, l'Australien qui l'avait battu 2 fois sur leurs 2 dernières confrontations. Il y a eu un match en début de rencontre où Alex de Minaur prend le premier set 6-2, et jusqu'à 4-4 dans le second set, ça va se tenir, et au final on va voir un Daniil Medvedev qui arrive à inverser cette tendance, à faire la différence, à faire craquer son adversaire, qui va commencer à cafouiller au service et commettre beaucoup plus de fautes directes. Par rapport à son match contre Andrei Rublev, ça fait 6-4, 6-3, 6-4, ça a été un match extrêmement compliqué, dans des conditions météorologiques difficiles, avec une forte chaleur, beaucoup d'humidité comme souvent à New York, mais les 2 joueurs ont énormément subi, ce qui fait qu'on a eu une performance assez inégale des 2 Russes, avec énormément de breaks. Rends-toi bien compte, il y a quand même eu 14 breaks
dans cette partie. Donc les joueurs ont eu vraiment du mal à conserver leur jeu de service. Et pourtant, Andrei Rublev qui s'incline en 3-7, à chaque fois, il a fait la course en tête. Dans le premier set, il va mener 3-0, dans le second 3-1 et 4-2 dans le troisième set. À chaque fois, Medvedev va revenir petit à petit et on a vraiment Andrei Rublev qui coince à ce stade des quarts de finale où c'est sa 9e désillusion à ce stade de la compétition et ce plafond de verre pour arriver en demi-finale d'un majeur. Et il y a deux lectures à ses performances. Soit on se dit le joueur il stagne, il a montré ses limites, il faut qu'il progresse techniquement, tactiquement, parce que frapper fort dans la balle c'est bien mais ça ne fait pas tout. Ou une seconde lecture par rapport à une certaine forme de consistance, sachant que ces 8 quarts de finale sur les 11 derniers majeurs qu'il a disputés, à chaque fois en quart de finale il perd contre de très bons joueurs, que ça soit Medvedev 3 fois, Djokovic 2 fois, Nadal, Tsitsipas ou des joueurs en feu comme Cilic et Tiafoe. Donc il y a ces deux lectures qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il a une certaine forme de régularité, Andrei Rublev, pour systématiquement être dans le top 10 saison après saison, malgré beaucoup de désillusions. Si on revient un petit peu sur ce match, même si c'est toujours compliqué d'analyser une affiche comme ça dans des conditions très extrêmes, on constate une piètre performance au service de Daniil Medvedev. 9 doubles fautes, il a servi que 55% de première balle et gagné 29% des points sur ses secondes balles. Andrei Rublev arrive à faire moins bien avec 28% de points gagnés sur seconde balle. Et c'est vrai que le Russe, c'est compliqué cette année au service où il est reparti un petit peu dans ses travers à faire des doubles fautes dans les moments importants. Est-ce qu'on peut parler de yips par rapport à ce blocage sur cette seconde balle où il n'y arrive plus à trouver cette mécanique? Au contraire, il se fait agresser en permanence et par rapport aux différentes statistiques, on constate que c'est sa pire saison au service depuis 2018, même s'il reste très solide à la relance. Et d'ailleurs, les stats de sa quinzaine vont dans ce sens. 60% de première balle, 79% de réussite derrière, 43% de réussite sur seconde balle, avec 35 doubles fautes en tout. Il faudra impérativement qu'il corrige ça contre Carlos Alcaraz, sinon l'Espagnol va se régaler à la relance. 50% de break convertis, il a été breaké 11 fois, lui, alors qu'on sait qu'il a quand même un très bon service. Ça montre vraiment les lacunes qu'il a dans ce compartiment du jeu-là depuis quelques temps. 76 points gagnés au filet sur 116 montées, 66% de réussite, c'est pas mal quand même. On sait que Medvedev il se fait violence pour aller vers l'avant et 173 coups gagnants pour 175 fautes directes, donc un ratio négatif. Au niveau des confrontations, il y a 2-1 pour Carlos Alcaraz, la seule victoire de Daniil Medvedev, c'était il y a quelques années à Wimbledon, quand Carlos n'était pas encore Alcaraz, il était beaucoup trop jeune, et là, cette saison, c'est 2 défaites pour le Russe contre l'Espagnol, une en finale à Indian Wells et une autre à Wimbledon en demi-finale, et à chaque fois, Daniil n'a jamais mis le moindre set. Au fait, nous c'est Games Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Sachant que là on a une couverture complète de la fin de tournoi à l'US Open. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, t'actives la petite cloche et tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Au niveau des clés tactiques, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Alcaraz est un mauvais match-up pour Daniil Medvedev. Déjà, je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qui gêne Carlos Alcaraz. C'est des joueurs très offensifs des deux côtés qui arrivent à attaquer dès la relance, côté coup droit, côté revers, comme on peut le faire Jarry, Struff et Sinner par exemple, cette saison, pour justement le priver de temps, l'empêcher de faire son service plus sain avec des balles très profondes, très longues, très puissantes. Et ensuite, Carlos Alcaraz, il va commettre quelques fautes. Et Daniil Medvedev, bien qu'il ait un excellent service, ce n'est pas lui qui va générer son propre rythme, contrairement aux adversaires que je viens de citer, mais au contraire, il va s'appuyer sur le rythme de ses adversaires. Ce qui fait que le Russe n'est jamais à l'initiative dans l'échange. Et le principal problème qu'a Daniil Medvedev contre Carlos Alcaraz, c'est sa position à la relance, parce qu'il retourne de très très loin et il s'expose à plusieurs options de son adversaire. Soit Carlos Alcaraz peut faire un service volé en servant extérieur, ensuite volée courte, soit faire un service extérieur, puis derrière glisser un amorti, parce que Medvedev étant très loin derrière sa ligne, le temps qu'il puisse aller de l'arrière vers l'avant, ça va être très compliqué pour lui. Et en plus de ça, Alcaraz a à son arsenal un service kické qui va faire d'autant plus reculer le Russe. Donc déjà là, dès le premier coup de raquette, c'est très très compliqué pour Daniil Medvedev et Alcaraz, lui, il a plusieurs options pour gagner le point sur ses engagements. Dans l'échange, même si Daniil Medvedev a un excellent revers, finalement dans cette diagonale court croisée, il n'arrive pas suffisamment à gêner Carlos Alcaraz. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a un échange dans les diagonales revers. Alcaraz, lui, dès qu'il va pouvoir, il va s'engouffrer en allant long de ligne pour aller chercher le coup droit de Daniil Medvedev, qui est sa principale faiblesse. Ensuite, on va avoir un échange dans la diagonale coup droit où là, c'est l'Espagnol qui a l'avantage. Et à un moment, Medvedev il va essayer de jouer long de ligne avec son coup droit qui est beaucoup trop passif. Et là, il va faire une balle un petit peu trop neutre. Et Alcaraz, avec son revers court croisé, il va pouvoir faire le point. Et enfin, c'est totalement lié au coup droit de Daniil Medvedev. Ce qu'on a vu à Wimbledon, c'est la capacité d'Alcaraz à agresser les secondes de son adversaire. Et notamment, côté avantage,
quand Medvedev servait sur le revers de son adversaire, Alcaraz réussissait à aller long de ligne pour justement trouver le coup droit de Daniil Medvedev et il n'a pas forcément le temps de s'organiser. Déjà avec son énorme geste au service, de se mettre ensuite dans une position défensive, c'est très compliqué pour lui et en témoigne c'est seulement 30% de points gagnés sur seconde balle. Alors qu'est-ce que peut faire Daniil Medvedev pour essayer de perturber le rythme espagnol? Déjà ce que tu vas me dire, c'est ok, Daniil Medvedev il se tient très loin derrière sa ligne pour relancer, il faudrait qu'il s'avance justement pour retourner de plus près. Ok, dans les faits ça peut peut-être marcher, mais je trouve que Medvedev il n'est pas forcément très à l'aise avec cette position à la relance où il va commettre plus de déchets qu'autre chose parce que la majorité du temps finalement il retourne de très loin et il n'est pas entraîné à retourner de si près, ce qui fait qu'avec ses grandes préparations, cette amplitude au niveau de son geste, ça va le perturber plus qu'autre chose. Pour moi, Daniil Medvedev, il peut faire 3 choses. Déjà, optimiser son pourcentage de première balle pour pas être exposé sur sa seconde balle, comme ça a été le cas à Wimbledon. Ensuite, sur la diagonale revers, il va devoir favoriser la zone un petit peu au centre pour ne pas donner d'angle à Carlos Alcaraz, comme il l'avait très bien fait contre Yannick Sinner en finale à Miami où il s'était facilement imposé. Et la variable clé, c'est son coup droit. S'il arrive à être agressif, offensif avec ce coup, ou si au contraire, il fait des balles trop neutres et derrière, il se fait contrer par Carlos Alcaraz. Côté Alcaraz, lui, il a la recette. Au niveau du service, il va profiter de la position lointaine de son adversaire en servant les extérieurs et derrière il a plusieurs options, soit le service volé avec la volée courte, soit déposer la petite amortie, d'autant plus qu'il a à son arsenal le service kické. Il va devoir trouver très rapidement le coup droit du russe parce qu'on sait que c'est son point faible, il est beaucoup trop passif dans ce compartiment du jeu là, il manque d'agressivité, il n'arrive pas à faire mal, ce qui fait qu'il a beaucoup de balles neutres dans ce compartiment là et Alcaraz lui va pouvoir en profiter en justement faisant la différence soit avec son revers, soit avec son coup droit. Et enfin, si Medvedev arrive à l'entraîner dans cette diagonale revers, ça va être à Alcaraz de la casser en justement redirigeant long de ligne pour rejouer sur le coup droit de Daniil Medvedev, derrière avoir une opportunité d'avoir une balle un petit peu courte qu'il pourra attaquer. Au niveau du pronostic, Medvedev étant un joueur d'échecs qui va essayer d'arriver avec des solutions par rapport aux problèmes que lui a posé Carlos Alcaraz, je ne vois pas forcément une victoire sèche de l'Espagnol, mais plutôt un match vraiment accroché où le Russe pourrait surprendre tout le monde en mettant en place une certaine tactique, comme je te l'ai dit, par rapport à cette diagonale revers, en servant très très bien pour exposer un petit peu quelques failles dans l'armure espagnole et ensuite l'entraîner dans un énorme combat. Donc je vois quand même une victoire de l'Espagnol, mais en 4 ou 5-7 dans un sacré match. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que Daniil Medvedev va réussir à trouver quelques solutions aux problèmes que lui pose Carlos Alcaraz. Si tu veux avoir notre avis sur l'autre demi-finale à l'US Open, je t'invite à aller voir cette vidéo et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.